Les secrets de la puce R1. De moins 40 à plus 10% en un trimestre. Anneau modulaire. Twitter bloque Threads progressivement. iOS 16.5.1a. Tu veux ou tu veux pas? Mardi 11 juillet 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 435. Bonjour à tous. La puce R1 multiplie par 2 la puissance du Vision Pro. C'est ce qu'on apprend d'une source parmi les fournisseurs d'Apple. Le processeur R1 se charge particulièrement de traiter les données en provenance des 5 capteurs, des 6 micros et des 12 caméras embarquées dans le masque. Elle fournit le tracking de la tête et des yeux, le mapping 3D de votre environnement et le tracking de la main. La puce R1 qui s'appuie sur une mémoire à latence très faible désignée sur mesure. Oui, et c'est vraiment étonnant et ça montre à quel point Vision Pro est important pour Apple et à quel point ils ont investi dans de la technologie de pointe vraiment, parce que d'après Hynix, qui est la société qui développe donc la RAM pour le R1, ils ont multiplié le nombre de connecteurs, les petits pins qui permettent de faire les entrées-sorties du processeur par 8. Par 8, c'est pas un doublement. Non, ils ont multiplié par 8. Alors, vu la taille du bestiau, de la puce, restons corrects, un peu de respect pour la puce. Donc, c'est une prouesse technologique. Et comment ils ont réussi à connecter ça ensuite sur cette carte mère qui est elle-même très petite et tout, c'est juste incroyable, quoi. Moins 13,4%, c'est la baisse du marché informatique sur un an selon IDC, 6e trimestre consécutif de baisse, pour être précis. 4 des 5 premiers conducteurs chutent, un seul progresse, c'est Apple avec le Mac. Ses ventes ont augmenté de plus de 10%. Résultat, la part de marché d'Apple passe de 6,8 à 8,6%. Apple se retrouve 4e constructeur mondial derrière Lenovo, HP et Dell. Le plus étonnant, Ellie, c'est qu'au premier trimestre, IDC estimait le Mac en dégringolade de 40% sur un an. C'est donc un retournement de situation très spectaculaire. Oui, il y a un truc qu'on n'a pas bien compris. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui s'est trompé dans une estimation. Apple n'a jamais d'ailleurs confirmé. Ils ont dit que l'année a été difficile. Ils n'ont jamais confirmé les chiffres IDC. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il va falloir qu'on se penche là-dessus de très près et on va demander à nos grands gourous des chiffres et notamment au professeur Dounès d'examiner ça au microscope pour qu'on essaye de comprendre. Parce que les chiffres, c'est des chiffres. Hein. De moins 40 à plus 10, ça fait 50% de croissance. Hein. Même si les services ont explosé, même si ça n'explique pas, parce qu'en plus IDC parle des chiffres de Mac. Alors, bien sûr, la sortie du 15 pouces fait que les ventes ont progressé, mais quand même pas à ce point. Hein. Le MacBook Air 15 pouces se vend bien, mais ce n'est pas des chiffres de folie. C'est pas une dinguerie qui peut faire passer la part d'Apple en Mac de 50%. Je ne comprends pas. Ou alors, c'est moi qui suis très mauvais en maths, mais c'est pour ça que je pense qu'on va faire appel aux grands gourous. Peut-être un design radicalement différent bientôt pour les iPhones et iPad qui seraient dotés d'un anneau externe à double intérêt. D'abord renforcer l'appareil et puis permettre l'ajout d'un nouveau type d'étui qui ne serait plus tenu que par un seul côté, notamment pour servir de pied ou de poignet. Et cet anneau, Ellie, serait composé de segments qu'on pourrait enlever. Est-ce que tu as compris le principe ? Écoute, oui, j'ai regardé de près les dessins qui sont dans le brevet, hein, donc toujours grâce à nos amis Patently Apple qui regardent tout ce qui se publie. Et en fait, c'est pas un Lego, c'est plus un mécano. En fait, c'est des petits anneaux tubulaires qui s'emboîtent. Alors, on ne sait pas dans le brevet si c'est magnétiquement ou par simple contact. Je pense que ça doit être magnétique connaissant Apple. Et ça permet presque de faire un assemblage. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui tient le Mac ou l'iPhone et les autres côtés, en fait, on peut les bouger, non pas les plier, mais les bouger, voire les changer de sens, voire en enlever un. Alors, c'est là où ça devient très intéressant parce que du coup, ça permettrait directement
à un iPad ou à un iPhone de tenir, donc ça servirait de pied par exemple pour regarder un film, parce qu'il y a la partie d'en haut qui le tient, qui en fait tourne sur elle-même sans se décoller. Ça permettrait de mettre des composants qu'on pourrait rajouter et enlever dans ces sortes de tubes. Et parmi ces composants, on parle par exemple de batterie. On pourrait mettre une caméra. Donc tout ça est décrit, hein, évidemment dans le brevet, c'est pas moi qui l'invente, mais ça veut dire que Apple pourrait faire des iPads et des iPhones plus fins, parce que par exemple la batterie serait, ou une grosse partie de la batterie en tout cas, serait à l'extérieur, ce qui veut dire d'ailleurs qu'on pourrait probablement la changer sans avoir à ouvrir l'iPhone ou l'iPad, ce qui répondrait aux exigences de Bruxelles. Et du coup, ça ouvre énormément de possibilités, l'imagination, donc depuis quelques minutes dans ma tête, je me dis mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Donc c'est super intéressant. Maintenant, c'est pas parce qu'Apple a déposé le brevet que ça va être un produit qu'on va voir demain matin. On voit aussi un système qui permet au clavier de venir s'emboîter en bas de cette, c'est pas une housse, hein, mais en fait la housse peut venir s'appliquer, puisqu'il y a des endroits où on pourrait venir greffer la partie qui vient couvrir l'écran, et si ça va jusqu'au bout, et pourquoi pas, hein, donc ça pourrait être une révolution dans la façon dont on va habiller nos iDevice. Et parmi les 6 inventeurs, entre guillemets, qui sont cités dans le brevet, il y a quelqu'un qui a travaillé en fait sur un clavier qui ressemblerait à un clavier des tablettes Microsoft Surface. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc, vraiment passionnant. On se demandait combien de temps ça prendrait. Les liens vers Threads, le réseau concurrent de Twitter lancé il y a 8 jours par Mark Zuckerberg et Meta, et qui vient de passer la barre des 100 millions d'utilisateurs, ces liens sont désormais bloqués dans les recherches sur Twitter. C'est peut-être une première étape avant de bloquer les liens Threads directement dans les tweets, comme c'est déjà le cas pour les liens Mastodon. Oui, parce que en fait, encore plus que pour Mastodon, Twitter et Elon Musk sont en guerre contre Threads et contre Mark Zuckerberg. Et d'abord, il y a un procès qui a priori, se prépare. Hein, donc, il semblerait qu'un avocat de Twitter va attaquer réellement Threads et Mark Zuckerberg pour violation de secrets industriels, etc. Il l'accuse d'avoir piqué énormément d'ingénieurs qui, certes, avait été licencié, hein, donc, bon, mais qui travaillait dans des parties importantes de la mécanique de Twitter, et ce qui fait que, en tout cas, ça a fait gagner énormément de temps de développement à Meta pour le développement de Threads. Mais il y a des parties, eux, ils appellent ça, j'ai écouté plusieurs Twitter Space et j'ai lu pas mal de posts, évidemment, des uns et des autres, ils accusent directement d'avoir fait un copier-coller d'une bonne partie de code de Twitter dans Threads. Et ça, par contre, ça se prouve, hein, au niveau d'un tribunal. Et donc, c'est normal qu'ils facilitent pas la vie des autres. On est aussi dans une guerre de com', parce qu'en même temps qu'ils annoncent les 100 millions, ce qui est en une semaine, effectivement, on en a parlé, assez impressionnant, Twitter et Elon Musk, hier soir, s'est fendu d'un communiqué, en fait, à travers Linda Zaccarino, qui est l'actuel PDG, mais Elon Musk a inspiré et commenté le tweet, évidemment. Twitter a atteint son record absolu du nombre d'utilisateurs et de consommation de bande passante. C'est-à-dire que non seulement il y a a priori un record d'utilisateurs, mais en plus, le trafic dans Twitter est en forte hausse. Alors, c'est de la com', hein. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va le savoir, mais de toute façon, je pense pas qu'ils balancent des chiffres pour le plaisir de balancer des chiffres. Mais c'est pour dire, en fait, on vous craint pas, et il y a évidemment une contre-com où ils citent des exemples d'utilisateurs qui, après avoir essayé Threads, sont revenus chez Twitter et ils ont fait des posts du style « c'est la fuite en avant, les gens s'enfuient pour revenir chez nous ». Bon, c'est de bonne guerre, hein. Donc, voilà.
On en saura plus, mais à mon avis, il va se passer des choses entre maintenant et ce combat de boxe prévu pour 2024. Il risque de se passer des choses dans la guéguerre de ces deux géants de la com. Et puis, vous avez peut-être vu passer une nouvelle mise à jour 16.5.1 d'iOS il y a quelques heures. Apple l'a mise en ligne sous forme de réponse de sécurité rapide qui met l'iPhone à jour sans vous demander la permission. Son objectif, corriger une faille de sécurité activement exploitée par des hackers. Mais Apple l'a très vite retiré, Ellie, après des remontées selon lesquelles de nombreux sites, dont Facebook, Instagram, Zoom et d'autres, étaient devenus inaccessibles depuis la mise à jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi et ils ont appelé cette mise à jour de sécurité 16.5.1a. Et pourquoi pas ? Sauf que Safari n'aime pas qu'on lui rajoute un A après un chiffre. Et donc, quand vous essayez d'accéder à un site avec Safari dans cette mise à jour, ça bloque. Et donc, des sites très importants comme ceux que tu viens de citer. Et donc, il y a eu immédiatement une remontée terrain en disant hop, ça marche plus, Internet marche plus avec votre mise à jour. Donc, c'est principalement Safari qui est en cause. Mais je pense que la mise à jour de sécurité devait combler une faille de Safari. C'est par là qu'il y a aujourd'hui tous les exploits Zero Day viennent principalement par Safari. Et donc, Apple a été obligé de la retirer en urgence, tout simplement parce que les utilisateurs qui l'ont installée ne pouvaient pas s'en servir. Alors, ce qu'on ne sait pas, pour ceux qui l'ont fait, moi je ne l'avais pas faite et je n'ai pas attendu, enfin Apple en tout cas n'a pas essayé de l'installer brutalement. Ils te disent qu'il faut la faire, mais ils te l'imposent au bout d'un certain temps. Ils te laissent quand même le faire toi tout seul. Des fois que tu voudrais faire un backup avant, etc., ils te laissent quand même peut-être 2-3 jours avant de vraiment la forcer. Donc, moi, je ne l'ai pas faite, mais je me demande, pour ceux qui l'ont fait et qui sont bloqués, comment est-ce qu'on revient ? Parce que, la 16.5.1 est toujours signée par Apple. Ils n'ont pas fait comme ils font habituellement. Dès qu'il y a une mise à jour qui est déployée et qui commence à être pas mal déployée dans le parc, ils arrêtent de signer la version précédente, ce qui veut dire que tu es condamné à mettre à jour ou à rester là parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, une fois que tu es à jour, tu es à jour. Là, si tu es déjà en A, comment tu reviens sans A ? Le monde du non-A, ça me fait penser à A.E. Van Vogt, cet écrivain de science-fiction légendaire. Donc, je ne sais pas, Apple se trouve dans le monde des A, et comment vont-ils revenir au monde des non-A ? Voilà une réflexion pour les jours qui viennent. Ça tombe bien, la quotidienne iWeek Reviens demain.